Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une interlude sur True20. Donc le principe est assez simple, on va faire une petite interlude en faisant une petite pause sur les présentations de livres de la gamme de True20, ou dans le cas des mondes d'aventure, sur une pause sur les mondes d'aventure. Donc on va parler du damage et du recovery, puisque je pense que c'est une vidéo qui vaudrait le coup d'être faite, puisque c'est une vidéo écho à la vidéo de François Letta de la chaîne JDRD30, qui expliquait dans une vidéo qui s'appelle, je crois que c'est une vidéo, c'était Jasage de jeu de rôle qui avait lancé le sujet, c'était quel sujet, quelle mécanique a l'air beau sur le papier mais qui a l'air naze en vrai. Et à ce moment-là, il a parlé de True20. Je dis, c'est bizarre, il a parlé du dommage dans True20. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on va suspendre le suspense pendant un moment. Tout ce qu'il a dit sur True20, sur les dommages, sont vrais. C'est mal expliqué, c'est compliqué pour pas grand chose, c'est confus. Mais du coup, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi, en fait, je considère que c'est un bon jeu. Et aussi, on pourrait se dire aussi, si je fais cette vidéo-là, c'est pas pour dire, ah oui, finalement, tout est à jeter, je vais arrêter de faire la présentation de la gamme. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à la même conclusion que lui. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur les dommages. Le problème étant que, quand tu joues à un jeu, et que le jeu, on va dire, il a des parties qui sont dysfonctionnelles, tu patches le jeu. Sauf que toi, quand tu joues au jeu, on va dire, sur une longue période, et que tu y as joué sur une longue période en l'ayant patché, tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'au niveau des règles, j'oublie des fois que les règles sont confuses. Le truc, c'est que mon but est à la fois de faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi il a raison, comment se fait-il, la recovery, comment elle fonctionne et du coup qu'est-ce que ça implique, d'où ça vient, c'est-à-dire pourquoi le système est fait comme ça et pour des raisons en fait légitimes, et surtout à la fin comment patcher le jeu sans le dénaturer et sans trop bouleverser le cycle du jeu. C'est bon? On est bon. Alors déjà première partie. Ensuite, on va commencer déjà par ça, c'est pourquoi le système est compliqué. Je vois trois problèmes. Le premier problème, la manière dont c'est exposé. Là, normalement, vous voyez ce qu'on appelle le carré de damage tracking. C'est un espèce de schéma qui vous permet de suivre les dommages. Le petit problème, c'est que la manière dont c'est affiché et la manière dont c'est traité en général, malheureusement, elle donne des indications dans la section dommages, mais que dans la section qui présente les dommages, c'est du texte, et ce que représente le schéma ne présente pas tout le cycle d'action. Premier problème. Deuxième problème, le texte t'explique que comment fonctionnent les degrés d'échec quand tu les as et quand en fait tu en gagnes plusieurs d'un coup, mais dans la section d'après, enfin même pas la section d'après, mais après avoir parlé de dommages collatéraux, il te dit que les dommages se stackent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, en d'autres termes, c'est que quand tu prends un degré d'échec, ça veut dire que si tu en subis un autre après un autre jet, en fait les deux se cumulent. Et ça ne se voit pas sur le carré de damage tracking. Quand je vous présente le système de dommages de True20 ou de Mutant and Mastermind, qui est son successeur, où ils ont patché énormément de choses au passage, si je me base sur ce que j'ai lu et que j'ai revu le truc, c'est que tu fais un test pour toucher, et le degré de réussite ou d'échec a très peu d'incidence. Alors je pense qu'il y a une théorie là-dessus, c'est soit pour permettre aux meneurs de jeu en combat de permettre de faire jouer en fait, on va dire une place créative et on va presque dire ludonarrative dans le cas présent, ce que je vous déconseille de faire tout le temps, c'est-à-dire faites-le une fois de temps en temps, ou faites-le en fait quand des actions narrativement parlant devraient avoir un impact conséquent. Et ensuite, vous devez faire un test pour savoir si la personne qui a subi des dommages, techniquement, devrait se faire un jet pour savoir s'il a été blessé. À ce moment-là, il doit faire un test de
il lance un des 20, mais il doit faire un test où la difficulté c'est 15 plus les dommages subis plus d'éventuels malus. Pour le test de réussite, c'est comme la classe d'armure, sauf que en fait, on vous parle du principe de parade et d'esquive. Alors en fait, c'est un moyen de pouvoir présenter la défense qu'on appelle la classe d'armure dans les systèmes des 20. C'est-à-dire que tu dois faire ce test-là à valeur égale ou au-dessus pour pouvoir toucher la personne. Donc voilà le truc. Et à aucun moment dans le schéma, on te dit que les trucs s'accumulent. Donc le mieux, ça aurait été peut-être de faire un truc comme ça. Alors j'ai fait des icônes pour que ce soit plus visuellement évident pour vous que vous compreniez. Et puis ensuite, il y a la partie qui est assez chiante, c'est que entre le fait que tu prends des, entre guillemets, des degrés d'échec, ça aurait dû trouver un autre nom, marqueur de blessure létale ou marqueur de blessure non létale. En tout cas, vous voyez un petit peu comment c'est. Ce que c'est censé faire, en fait, c'est que entre les conditions que tu accumules sur le damage tracking, plus le nombre de blessures légères et le nombre de blessures non létales et létales que tu as accumulées, ben, en fait, il y a en fait une grosse différence entre guillemets. Puisque par exemple, vous voyez que sur les 2 premiers degrés d'échec, on vous explique que les conditions sont cumulables, et en plus de ça, il n'y a pas de case. Ce qui veut dire que ça ne va pas durer l'effet. Le problème, évidemment, c'est que si tu subis la condition, c'est pas vraiment mentionné de est-ce que ça, la condition que tu as reste juste un round et après ça disparaît, ou si tu fais juste une action et après ça disparaît. Bref, donc ça fait déjà beaucoup de choses. Donc en gros, ils ont créé un système de dommages où tu accumules les conditions en prenant des points de blessure, que quand tu prends plusieurs degrés d'échec d'un coup, ça applique l'effet en question, mais aussi quand tu accumules petit à petit un degré, une blessure, puis une autre, ça va t'amener jusqu'à la condition en question. Voilà pourquoi c'est aussi confus. Le système de dommage est rattaché à des conditions, et on va pas se mentir, les conditions ont des propriétés qui sont, on va dire, assez chiantes, tout en sachant que, quand tu prends des blessures létales et des blessures non létales, le malus que tu peux potentiellement avoir sur par exemple les 2 premiers degrés d'échec en létal et en non létal ne se cumulent pas. Elles sont propres que pour la ligne où les dommages ont été infligés. C'est-à-dire que si par exemple j'inflige des dommages létaux, genre un coup d'épée, si j'avais mon malus à mes tests en non létal, il ne s'applique pas, parce que c'est pas la ligne des dommages non létaux qui est appliquée, c'est celui des dommages létaux qui sont appliqués. Voilà. Et en plus, on te dit que les 2 premiers degrés d'échec, ben les malus qui sont existants se cumulent. Vous voyez, c'est ça qui va mener à tout ça, à toute cette confusion. Ben, du coup, grâce au système des icônes que je vous ai montré, c'est plus facile de lire. Donc, en souhaitant que Jinji du futur a fait son travail, évidemment. Et puis, on arrive au gros problème, c'est-à-dire le doigt dans la purée, c'est le 3e degré d'échec. J'avais pas souvenir que c'était aussi punitif. Mais ça m'a renvoyé à une vidéo qu'il avait faite avant et récemment, où il disait, les jeux où tu peux avoir des conditions ou des pouvoirs qui peuvent faire sauter un round à un joueur, c'est violent. Et bien là, on tombe pleinement là-dedans. En dommage non létal, si tu te prends 3 degrés d'échec d'un coup, ou que tu accumules un point, puis un autre, je laisse quand même le temps pour le schéma de s'appliquer, voilà, ça fait que le 3e, la case vient à être cochée, ça te fait sauter ton round, et au prochain round, tu n'as qu'une action standard. Petit rappel pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo mais qui l'ont regardé quand même.
c'est un système simili-système D20, donc à la Donjons et Dragons, système 3.5. L'économie d'action, c'est 2 actions. 2 actions de mouvement, une action ou une action de standard ou une action de mouvement, ou 2 actions standards. Je joue toujours avec une économie de 3 actions. Je l'ai toujours expliqué sur tous les systèmes simili-système D20. Je joue toujours avec une économie de 3 actions. On peut à ce moment-là se poser la question, par exemple, quand moi je joue avec une économie de 3 actions, est-ce que, par exemple, les conditions qui disent que tu n'as droit qu'à une action standard, ben, je l'applique? La réponse est oui. Pour la simple et bonne raison que, souvent, les conditions qui sont exposées comme ça, c'est pour montrer que la personne, on va dire, a été affaiblie et a subi un certain nombre de dommages. Donc, normalement, je laisse les choses comme ça. Mais n'empêche que, là où dans son successeur, dans Mutant Masterminds, le degré d'échec, donc arrivé au 3e degré, c'est juste que tu as un malus de 3 à tous tes tests et que toutes les actions de mouvement, peu importe le pouvoir que tu as en matière de déplacement ou que tu fais ton déplacement natif, est divisé par 2, c'est bien moins punitif que déjà faire sauter le round de quelqu'un parce qu'il a pris 3 degrés d'échec, ou, dans le cas des dommages létaux, de faire en sorte que, quand tu subis le 3e degré d'échec, donc disabled, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Tu peux faire qu'une action standard, et si tu l'as fait, ton personnage tombe inconscient, et après qu'il tombe inconscient, ben, le round où en fait c'est censé de nouveau être son round, il passe en mourant. C'est trop violent. Et à ce moment-là, maintenant que j'ai expliqué les trucs, j'ai donné des schémas, j'ai donné des exemples, on va se dire, ouais, mais à ce moment-là, comment fonctionne la recovery? La recovery est assez simple à comprendre, et je trouve que ça met en avant le système, enfin le jeu d'origine dans lequel le truc est puisé, ça sorte que je vais expliquer après cette section pour ne pas trop vous perdre. Et en même temps, en fait, c'est à la fois permissif, mais ça ne compense pas la punitivité du schmilblick. La recovery fonctionne de la manière suivante. Les conditions les plus fortes sont guéries en priorité. Quand tu récupères de la recovery, normalement, en gros, c'est du principe suivant. Quand tu as, par exemple, 4 degrés d'échec, normalement, ce que ça veut dire, en non létal, ça veut dire que tu es inconscient. En létal, ça veut dire que tu es mourant. Si on t'a stabilisé, ça bascule en non létal et tu as juste la condition. Mais ça n'annule pas les points de blessure si tu es en combat. Ça veut juste dire que ton personnage est tombé inconscient. La table des blessures accumulées en létal ne va pas bouger. Ça veut juste dire que tu as sauvé le personnage. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple la personne était mourante et qu'elle est passée inconsciente et qu'il resubit des dommages après avoir été stabilisé, ben, s'il se prend 2 degrés d'échec, il meurt. Donc comment ça se passe? Quand tu es en 4e degré, d'échec, c'est quand même chaud pour toi. Il faut faire en sorte de pouvoir déjà d'une part stabiliser si tu es mourant, et si tu n'es pas stabilisé, c'est tu es inconscient, et tu es inconscient pendant une petite période de temps. C'est-à-dire que normalement, je crois que ça peut aller de quelques minutes à 1 heure, si je dis pas de bêtises. Mais pour restaurer le 3e degré d'échec, en fait, tu dois faire tous les trucs de recovery, c'est des tests. Tu dois faire un test de constitution. Voilà. Donc, par exemple, tu peux faire une fois pour régénérer de 1 point de degré d'échec sur le 3e. Il faut que tu fasses un jet une fois par heure de constitution sur du 10+. Donc, c'est quand même assez généreux, tu peux restaurer. Mais une fois par heure, vous vous rendez compte que c'est assez compliqué. En combat, ça va être compliqué pour vous. Ensuite, le 2e degré d'échec, comment dire ça, le 2e degré d'échec,
À ce moment-là, me semble-t-il, c'est 1 par minute. Pareil pour le premier. Donc vous avez un truc, c'est 1 jour. Attendez, si je dis pas de bêtises, c'est 1 jour pour le troisième degré. Le deuxième degré, c'est 1 heure. Et le premier, c'est 1 minute. Voilà. Je suis sûr que j'ai dit une bêtise avant, donc on va essayer de corriger ça. Voilà. Ce qui fait que la restauration, c'est 1 fois par jour, c'est 1 fois par heure, et l'autre c'est 1 fois par minute. On va dire c'est assez laborieux. Mais c'est là qu'intervient le pouvoir pur et aussi la compétence de médecine. Quand la compétence de médecine te propose de guérir de tes blessures, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle redéclenche le test pour restaurer de tes effets. Donc là, il n'y a pas une affaire de délai, etc., etc. Et en plus de ça, le score de médecine après l'avoir réussi, les degrés de réussite ou le bonus de médecine peut s'appliquer au test. Donc jusque-là, c'est généreux. Il y a certains tests de médecine, quand tu les rates, ça peut empirer les choses. Et je crois que c'est valable pour la cure, mais je crois que la cure, elle a ce truc où, comme c'est un pouvoir magique, et que, enfin un pouvoir surnaturel et qu'il y a pas mal de trucs, je crois que les conséquences sont pires quand tu rates ton test de cure sur la personne. Voilà. Donc la médecine est beaucoup plus fiable pour guérir les personnages, c'est ce que je veux dire par là. Ben, à ce moment-là, après que vous ayez eu toute la lueur sur les informations, ça veut dire que partir sur des combats, ah je suis blessé, c'est difficile de se restaurer, ça devient un peu compliqué. Et à ce moment-là, intervient un livre qui peut être utile, c'est par exemple le livre qui s'appelle sur les personnages de fantasy. Salut tout le monde, c'est Jinji du futur. Alors je pensais que Fantasy Pass avait un livre qui traitait des potions, mais apparemment je me suis trompé. Donc my bad de ma part, c'est un livre en plus que dont je n'étais pas trop fan non plus. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que créer une potion, ce n'est pas bien compliqué si on part du principe qu'une potion relance le test de guérison. Et si vous voulez le faire en plusieurs strates, en fait, il faut juste compter de faire les tests pour faire la potion comme un test d'alchimie comme on trouve dans le livre de l'adepte, et en fait de faire en sorte que plus tu réussis dans les degrés de réussite et plus ça va guérir dans les degrés de réussite en cas de la dite réussite. C'est bien facile de faire comme ça, c'est plus safe, et en plus de ça, ça vous permettra à terme en fait de valoriser les compétences, chose qui est déjà bien faite dans True 20, mais c'est vrai que pour les trucs enchantés, c'est bien de le mentionner à nouveau pour peaufiner tout ça. Allez, retour. La recovery fonctionne ainsi. Alors, maintenant, on va passer à la partie du comment se fait-il que ça fonctionne comme ça. Je pense que ça fonctionne comme ça pour un intérêt ludonarratif. Ça fonctionne comme ça parce que il faut pas oublier que True 20 est une version standalone du système qui a été écrit pour Blue Rose première édition. La première édition de Blue Rose utilisait True 20, la seconde utilise Age. C'est difficile de trouver un livre de Blue Rose première édition maintenant. Tu vois, c'est presque chercher une licorne. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que Blue Rose? Blue Rose, déjà, en tant que jeu système des vins, c'est quasiment, en fait, un de mes jeux préférés en matière de simili système des vins. Mais en version Age, j'entends, pas la première. Le truc, c'est que c'est du romantic fantasy, c'est-à-dire que c'est un dérivé de la high fantasy. Évidemment, tu proposes à l'heroic fantasy de type high fantasy, du style des personnages qui sont très importants ou en couleur, qui peuvent céder aux ténèbres et qui doivent faire tout un parcours pour pouvoir réussir. Mais à ce moment-là, ajoute le côté romantique dans toutes les définitions, avec une approche aussi de la romance, mais où en fait la plupart des antagonismes qui peuvent exister ne sont pas forcément manichéens, bien que dans la high fantasy on peut aussi avoir des choses moins manichéennes qui n'y paraît, mais
le manichéisme est quand même bien présent, mais que tes adversaires sont souvent des personnes qui ne sont pas, par exemple, tolérantes, qui sont dans une vision archaïque du monde, donc une espèce d'idée de progressisme dans la high fantasy, une espèce de manière d'élever tout le monde en même temps, du fait qu'il y a pas mal de choses sur le plan racial, expression sexuelle, pas mal de choses qui sont mis en avant. Le fait est que, dans l'univers de Blue Rose, les combats peuvent être intenses, ils le sont toujours dans le système Age, et aussi, on est dans cette approche où la plupart des conflits peuvent se régler en parlant, ou en donnant les preuves de certains éléments, ou de rassembler des personnes qui sont capables de s'entendre si besoin. Ou par exemple de ramener quelqu'un vers la lumière. Tout n'est pas propre au combat. Ça ne veut pas dire que les combats ne sont pas violents, puisque le système utilisé c'est Two-20, et le système Age, il fait très bien son travail en matière de bagarre. C'est pour ça que le système Age, il a été encensé dans sa première édition, mais que dans la seconde Fantasy Age 2, elle a encore plus été encensée. Ok? Donc, on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que comment tu peux faire en sorte qu'il peut y avoir ce que j'aime en général dans les grandes fictions de jeux de rôle que je fais faire jouer, du combat, de l'action, donc des challenges, des voyages, des choses comme ça, de l'aventure, du social et du romantique dans toutes ces définitions possibles. Ah ben à ce moment-là, en fait, si tu veux mettre en avant le combat, c'est pas forcément quelque chose qui est encouragé parce qu'il y a une notion d'égale importance de tous les facteurs que j'ai cités avant. Mais le combat a ce truc, il y a un truc pour prévenir du combat qui est assez fort, c'est la force du nombre. Mais le système de Two-20 est bien alambiqué, puisqu'en fait, vous voyez ce que j'ai dit sur l'espèce de table de blessure, machin, c'est valable pour les PNJ importants, mais les PNJ qui ne sont pas importants, ils sont considérés comme des sbires. Ils n'ont qu'un seul degré d'échec en létal et en non létal. Après, ils tombent inconscients en non létal, et si c'était en létal, c'est toi, en fonction de ce que tu as envie, que tu vois qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu vas tuer le sbire d'un seul coup? Est-ce que tu vas le laisser plutôt en mourant? Ou est-ce que tu vas le laisser inconscient? Bref, après avoir vu tout ça, je fais un rappel quand même pour les créatures que vous allez jouer. Le meilleur moyen de faire un sbire, c'est de faire une créature qui est éphémère, c'est de le transformer en sbire. Imaginons qu'il y a une créature, je sais pas moi, un rhinocéros qui n'est jamais qu'une péripétie dans votre aventure dans la savane. Au lieu de le mettre comme un personnage complet avec une table de blessure, ce que vous faites, c'est que vous dites que c'est un sbire. Ne touchez pas à ses caractéristiques. Dites juste que c'est un sbire. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que même si vous avez des créatures qui sont des sbires, le principe du sbire, c'est que déjà, il a un degré d'échec. Il ne peut pas faire de réussite critique sur d'autres créatures que des sbires. Et c'est tout, en fait. Grâce à ça, ça vous permet de délimiter les choses. Mais même en prenant en compte ces choses-là, évidemment, ils peuvent toujours réussir leur test parce que leurs performances sont bel et bien là. Plus tu as d'adversaires sur le champ de bataille, plus tu as d'adversaires dans une rencontre, et plus la rencontre est à risque pour les héros. Le système de blessure a été fait dans un ratio de risque-récompense et de la capacité du joueur à mesurer si une action, on va dire musclée, physique, martiale est souhaitable ou non. Je trouve qu'on perd un peu de ça dans le système Age, puisque le système Age, comment ils ont fait pour compenser ça, puisque c'est un système à points de vie, classique, c'est qu'ils ont mis beaucoup plus de points de vie au personnage joueur. Le personnage joueur, quand il joue un adepte, donc un mage, il va gagner, et il a comme point de vie 20 plus 1d6 plus sa constitution, un expert 25 plus 1d6 plus sa constitution, un guerrier 30 plus 1d6 plus sa constitution.
Et l'évaluation du rapport risque martial avancé dans la quête et aussi parfois faire avancer ses convictions de comment tu fais jouer l'aventure, c'est pour ça que ce système est comme ça. Et c'est pour ça que la troisième condition, elle est aussi violente. Voilà l'explication. Donc là, on va terminer avec justement comment j'ai fait pour patcher ça. Et aussi, il y a une question qui intervient avant, puisque j'ai quand même expliqué le pourquoi du comment du parce que, c'est-à-dire, est-ce que en enlevant, est-ce qu'en exposant tout ce que j'ai dit sur le système, ça veut dire que c'est un mauvais système? C'est un bon système sur le papier, et je diffère du point de vue de ce que disait François Le Tente là-dessus, que finalement c'est pas terrible. Je diffère pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un excellent système quand même. Moi, je ne vais pas jouer à Blue Rose avec le système 220, on s'entend. Et j'ai modifié les règles de blessure parce qu'elles sont beaucoup trop punitives. Sur les conditions. Les conditions sont omniprésentes et en fait, tu fais jouer à des joueurs un jeu qui tourne autour des conditions et qu'en plus de ça, le système de degré d'échec ou de marquage de blessures est dissocié du tracking des blessures et que c'est difficile à suivre pour eux, c'est compliqué. Mais le truc, c'est que même en regardant cette affaire de risque, récompense, tout ça, en regardant le système de recovery, et si toi t'es meneur de jeu et tu veux bien faire jouer des œuvres dans des œuvres de fantasy en général, trouver des potions, gérer avec le système de cure ou même le système de médecine qui se révèle très très efficace, puisque en fait le système de médecine fonctionne avec le kit de médecine, et les kits c'est un truc qui est arrivé avec True20, avec le système où en fait tu as un kit d'outils qui est propre à un métier en particulier. Ça m'a l'air d'être plutôt correct. Donc, moi, je vois ça comme, si tu as envie de faire vraiment une aventure où il se passe énormément de choses et que tu embrasses l'égale importance des aspects que j'ai cités, c'est pas le romantique, on peut l'enlever, mais le combat, l'aventure, l'action et le social, c'est un bon système. Il est juste mal expliqué, et pourtant, ils sont plutôt bons pour expliquer des choses. Narrativement parlant, ils sont bons pour expliquer des choses. C'est juste que leur système n'est pas vraiment très bien expliqué à ce niveau-là. Maintenant, on va arriver à la partie où quels sont finalement les patchs que j'ai fait pour en fait ne pas rebuter les gens. On va faire ça avec les deux approches, les deux ajouts qui ont été déterminants. On va y afficher des trucs s'ils sont pas là. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas il y a bel et bien les deux lignes qui sont existantes. Évidemment, elles ne se cumulent pas l'une sur l'autre, mais on va utiliser le système qui est proche de Mutant and Masterminds, qui est son successeur. Dans Mutant and Masterminds, il n'y a qu'une seule ligne, et en gros, tu as les degrés d'échec qui sont nécessaires. Donc, premier degré d'échec, ça veut dire que vous avez malus de 1 à tous vos tests, tout en sachant que, comme la dureté c'est la 4e sauvegarde existante dans ce simili-système 3.5, il n'y a pas de malus sur les tests de dureté. C'est bon, ça va? Moins 1 à tous ces tests, sauf évidemment, voilà, duo sauvegarde. Deuxième degré d'échec, moins 2 à tous les tests. Troisième degré d'échec, à ce moment-là, tu enlèves tes déplacements par round sont diminués de moitié, peu importe que tu voles, que tu nages, que tu te déplaces, machin. 4e degré d'échec, ton personnage tombe inconscient. Et à ce moment-là, si c'est des dommages létaux, il est mourant. Si c'est des dommages non létaux, il reste inconscient. 5e, le personnage est mort. Ça fonctionne plutôt bien comme ça. Et je dirais même que c'est plutôt arrangeant pour les gens qui auraient du mal à comprendre le système. Après, on pourrait se dire, oui, mais qu'en est-il des conditions? En vrai, les conditions qui sont causées par les dommages
je pense que vous devriez les utiliser en fonction des circonstances des blessures de la personne. Pas forcément sur une échelle létale et non létale, mais vraiment pour une tension dramatique. Mais, dans True 20, je rejoins François Letente là-dessus. Au niveau des conditions qui viendraient à te faire sauter ton round, c'est punitif. Donc, vaut mieux pas encourager ça. Ok, ça va. Et le deuxième élément que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de faire en sorte que le premier degré d'échec que vous prenez est toujours en non létal. Et vous allez voir, ça va vous faire la différence. C'était pendant une période où j'essayais de comprendre le système de blessure et j'avais cru comprendre que le premier degré d'échec en non létal, ne me demandez pas comment j'ai fait pour ne pas comprendre ça, le premier degré d'échec, il est toujours en non létal. C'est-à-dire que si par exemple tu fais un degré d'échec et l'attaque était létale, tu le mets en non létal. Et si il reprend un degré d'échec, à ce moment-là, il le prend en létal. Et si vous n'avez pas de degré d'échec de marqué, et vous en prenez deux d'un coup, vous en mettez un en létal et un en non létal. Mais si c'est non létal, ben vous en mettez un en non létal et un autre en non létal. Grâce à ce système, vous allez avoir des personnages plus durables, vous allez avoir des malus qui vont être évidents selon le marqueur de blessure. Vous n'allez pas mettre l'omniprésence des conditions, sauf évidemment quand ton personnage s'évanouit ou que ton personnage est mourant. Et les conditions que vous avez vues qui étaient pénibles, vous pouvez les utiliser à votre convenance en fonction de la situation. Est-ce que les joueurs sont face à un boss qui est plutôt puissant? Est-ce que c'est parce que en fait il y a eu des attaques qui ont été déloyales aussi, hein, voilà. Toutes ces choses-là vont pouvoir s'appliquer, mais ça vous laisse mettre de ce que vous avez envie d'avoir. Et à ce moment-là, on fait un gros doigt tous ensemble au système de damage tracking, et voilà. Mais je pense que c'est une bonne solution que de le patcher comme ça. Mais le laisser tel quel, ça veut juste dire que ça raconte autre chose. Si est-ce que je serais capable de faire jouer True 20 avec les règles de blessure telles quelles? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est bien pour des joueurs débutants ou même des joueurs tout court? Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient avoir un problème avec ce système de conditions, malgré le fait que la guérison est très facile à gérer. Voilà, c'était tout pour le système de blessure et de recovery en interlude, en souhaitant que ça vous ait plu, que ça vous ait mis la lumière sur certaines choses. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like. En tout cas, ça a été un plaisir d'expliquer les choses et on va continuer sur les vidéos de la gamme de True 20. En sachant que je réfléchis sur certaines vidéos à faire dans le futur, puisque c'est vrai que tous les thèmes sont plus ou moins déjà abordés en JDR, mais je voudrais retourner à du JDR pur et dur pour parler de certains sujets que j'aurais mis de côté ou que je voudrais réaborder de nouveau. Je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.